Bonsoir chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre, 35e édition de Mondoscopie. Je suis heureuse de vous retrouver. J'enregistre cette émission ce soir un peu en avance en fait, donc je serai un peu moins près de l'actualité, mais je ne pourrai pas le faire mardi ou mercredi prochain, donc je préfère vous dire déjà un certain nombre de choses importantes dont j'aurais aimé parler de toute façon, donc je le fais juste avec un peu d'avance. Alors, aujourd'hui, au programme, nous avons 3 points. D'abord, je vais vous parler du remaniement du gouvernement ukrainien qui est en cours. Ensuite, je vais vous parler d'un sondage qui a été fait en Russie sur le soutien à la guerre, aux négociations. Voilà, il y a un certain nombre de points importants qui sont intéressants à remarquer. Et puis ensuite, je voudrais vous parler de la comparaison qui est souvent faite, y compris par des officiels russes, entre l'attitude de l'Ukraine et l'attitude d'Israël et des limites de cette comparaison. Donc je voudrais aller un peu plus profondément dans l'analyse de la position russe vis-à-vis de ces deux acteurs. Voilà, donc nous allons commencer sans transition par le premier point donc, qui touche la politique intérieure ukrainienne, puisque donc le président Volodymyr Zelensky a annoncé un remaniement assez important, en tout cas large. Certains pourraient dire une purge, mais enfin, on va lui laisser le crédit du fait que c'est un remaniement. En fait, c'est assez mineur si on regarde les personnalités qui sont déplacées ou remplacées, sauf pour une personnalité qui est importante, qui est le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui est donc qui est mis de côté. Et ça, c'est assez intéressant parce que, bon, Dmytro Kuleba, il est là depuis avant la guerre. Hein. Il est évidemment unanimement célébré en Occident et unanimement détesté ailleurs pour sa grossièreté notamment, sa brutalité et un certain nombre d'autres travers. On lui doit déjà l'échec de toute possibilité de pourparler ou de rassemblement de bonne volonté, avec l'échec du récent, il y a quelques mois, du sommet de Bürgenstock en Suisse, premier sommet de la paix, a-t-on dit, a-t-on cru, qui a été quand même assez retentissant en termes d'échec, puisqu'il y a quand même de très très grands pays qui n'étaient pas là, évidemment, je ne parle même pas de la Russie, ce qui est assez embêtant quand on prétend faire aller vers la paix ou vers l'apaisement, mais surtout des très grands pays, les BRICS et du reste du monde qui ont jugé que ce n'était pas la peine d'aller faire de la figuration et se prêter à une mascarade en fait. Bon, on sait que Zelensky a tout un tas d'idées sur ce que doit être la paix, qu'il a évidemment des soutiens dans ce domaine, y compris avec des plans de paix complètement ridicules, complètement à rebours de tout ce qui peut être possible et raisonnable aux États-Unis même, et même dans l'entourage, en tout cas l'ex-entourage avec Mike Pompeo du président Trump. Mais ça fera l'objet d'une autre intervention de ma part où je vous raconterai ce qui est un peu en cours. Là, en tout cas, on avait même dit à un moment donné, quand il avait été question éventuellement de remplacer Zelensky, l'année dernière notamment, que Kuleba serait, pourquoi pas, une personnalité, une alternative, bon, sachant qu'il est évidemment adoré de tous les ultras, de tous les fous furieux en fait qui entourent Zelensky. Les gens d'Azov, les gens d'Haïdar et les autres, donc les Pravi Sector et compagnie. En tout cas, qu'a voulu faire Zelensky en le remplaçant par Andrei Sybiha, qui est un diplomate, voilà, pour l'instant très méconnu encore.
qu'a voulu faire Zelensky. On peut penser, à mon avis, qu'il a surtout peut-être voulu se débarrasser de quelqu'un qui le gênait et surtout, plus encore, faire diversion même en, si vous voulez, en ne virant pas simplement Kouleba, mais en faisant un remaniement avec un certain nombre de personnalités qui bougent, mais pour masquer le seul vrai changement qui était en fait se débarrasser de la figure de Kouleba. Bon, tout cela, évidemment, est à la fois important et dérisoire, puisque c'est un peu comme sur un navire en perdition, si vous voulez, c'est un peu cosmétique tout ça, c'est un peu décalé par rapport à la gravité de ce qui se passe, et notamment de ce qui se passe sur le front. Là, je ne vais pas, ça ne sert pas à grand-chose que je vous parle de ce qui se passe trop en détail, puisque quand vous aurez cette émission, évidemment, il se sera passé entre-temps d'autres choses. Mais néanmoins, il faut quand même se rendre compte que l'axe d'effort principal des forces russes, qui poursuivent leur offensive à leur rythme, mais c'est ce qu'ils appellent l'attrition agressive, hein, c'est quand même, il y a quand même une augmentation de l'intensité des actions russes, des opérations russes. L'axe principal semble être, l'axe d'effort du moins, semble être de plus en plus situé sur la ligne de front, à l'ouest et au sud de la ligne de front. Il y a eu des frappes d'ailleurs à Odessa hier, nous sommes jeudi, hein, nous sommes jeudi 5 au moment où j'enregistre. Et donc il y a une escalade malgré tout des campagnes de frappe russes. Et surtout, je veux revenir sur celle qui a eu lieu avant-hier à Poltava. Poltava, c'est au sud-ouest de Kharkov, donc plutôt vers le nord, si vous voulez, le nord-ouest de l'Ukraine, à 140 km du front. Il y a eu une frappe très importante, avec des sous-frappes aussi, mais il y a eu 2 missiles Iskander, donc des missiles balistiques, tactiques, 2 Iskander M qui sont venus frapper à Poltava un bâtiment d'entraînement et de formation à la communication des forces armées ukrainiennes, où se trouvaient évidemment un certain nombre de formateurs étrangers, notamment des Suédois, mais aussi, je crois, des Tchèques et probablement d'autres nationalités. On parle de plusieurs centaines de blessés et au moins d'une soixantaine de morts au stade actuel, aujourd'hui. Donc, que faisaient là tous ces gens? Bon, eh bien, ils formaient les opérateurs ukrainiens, notamment en matière de drones, et on sait combien les drones sont importants pour la défense ukrainienne. Donc là, il y a quand même beaucoup de monde qui a disparu. Et puis aussi, peut-être, il se dit qu'il y avait aussi des formateurs au système radar et au système notamment AWACS que la Suède a transféré, des avions AWACS, a transféré à l'Ukraine. Donc, c'est une frappe très lourde, très, très, très grave dans ses conséquences pour les Ukrainiens, bien sûr, mais aussi pour les Occidentaux qui s'engagent dans cette affaire. Il y a eu donc aussi manifestement deux sous-frappes qui ont tapé des systèmes de lanceurs multiples et un système HIMARS. Il faut savoir que les Russes multiplient. Alors ça, c'est une frappe tactique, c'est une frappe, j'allais dire, vraiment de théâtre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que maintenant, en fait, les Russes ont manifestement suffisamment d'Iskander M, enfin de missiles de ce type, et probablement d'autres, pour les confier, en fait, à la décision de leur commandant de théâtre, de leur commandant au niveau tactique, c'est-à-dire qui ont leur propre force de missiles. Ça n'a pas besoin d'être décidé forcément de très loin. Ils peuvent juger de l'opportunité de tir par rapport à la localisation des cibles, bien sûr. Donc ça, c'est une évolution qui est en fait
une vieille pratique, y compris du temps de la guerre froide. Mais on voit qu'aujourd'hui, la Russie a quand même un niveau de force et d'équipement et de matériel qui lui permet de faire descendre et de rendre beaucoup plus efficace en fait ses actions au niveau tactique, voilà, au plus près, si vous voulez, des cibles. Donc, il faut savoir aussi que ce qu'a dit le ministre de la Défense, le nouveau ministre, enfin il n'est plus très nouveau, il y a quelques mois, Belousov, ministre de la Défense russe, c'est que la Russie maintenant produit énormément de drones de surveillance. Belousov a mentionné le nombre de 4000 drones produits par jour, ce qui paraît quand même considérable. Et donc, ça veut dire que la Russie continue à avoir une vision extrêmement dense, constante et en profondeur et sans crainte, même si beaucoup de drones sont détruits, bien sûr, par les Ukrainiens, mais voilà, qui lui permet vraiment d'avoir le théâtre ukrainien sous son scope, ce qui, évidemment, laisse augurer d'une efficacité redoublée du côté russe dans cette guerre. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé à Poltava, donc ça ne fait pas partie des grosses campagnes de frappe. Il y en a eu une il y a 10 jours, là, qui a fait des ravages, littéralement, dans toute l'Ukraine, avec des missiles de croisière, avec parfois des missiles hypersoniques, avec des missiles subsoniques, évidemment. Donc tout se poursuit, et ça se poursuit notamment, il y a eu une frappe là aussi, à Lvov, où sont en train de se reconcentrer un certain nombre à la fois de forces et aussi manifestement de structures d'état-major. Ça quitte un peu Kiev, si vous voulez, ça va à Lvov, ce qui est une manière de dire que les Ukrainiens prennent conscience que l'avance russe les menace de plus en plus dans la profondeur du territoire, y compris vers l'ouest. Et à Lvov, il y a une usine importante qui a été manifestement détruite. Donc ça, c'est mon premier point pour vous dire que rien de vraiment nouveau sous le soleil, si ce n'est l'aggravation de la situation des forces ukrainiennes, toujours observée dans une attitude de déni complet de notre côté, n'est-ce pas ? Et on en parle d'ailleurs le moins possible, hein, parce que, évidemment, ça n'est pas très brillant. Alors, mon deuxième point, c'est ce sondage qui a été fait, qui a été organisé en Russie entre le 19 et le 25 août par un institut russe qui s'appelle Vetesium. Alors, vous allez... Évidemment, on dira « mais c'est les Russes, ça ne veut rien dire, ça ne représente rien, ça n'a aucune crédibilité, etc. » L'Institut Vetesium, donc ça veut dire Russian Public Opinion Research Center, c'est un institut pas seulement de sondage, c'est un institut qui commande des sondages et qui commande aussi un certain nombre de recherches et qui a comme clients, pas seulement des clients russes, mais aussi des clients internationaux, y compris des organisations internationales. Donc on ne peut pas complètement le balayer d'un revers de main. Et donc je crois comprendre que c'est un organisme russe, lui, qui a exécuté cette commande du sondage, qui s'appelle Russian Field. Voilà, mais ce qui compte, c'est les résultats. Les résultats, c'est que le soutien à Vladimir Poutine, le niveau de conscience des Russes vis-à-vis de Vladimir Poutine aurait baissé de 2,5% et serait aujourd'hui de 75,7% tout de même encore, par rapport aux derniers sondages qui ont été faits, parce qu'en fait c'est fait très régulièrement, c'est fait à peu près tous les 2 mois ou tous les mois parfois. Donc il y a une petite baisse, et donc ce sondage a étudié, ça a posé un certain nombre de questions aux Russes sur leur attitude vis-à-vis des pourparlers de paix.
Alors, voilà les résultats en gros, hein, parce que ça me semble quand même intéressant de savoir un peu ce que pense aujourd'hui la population russe, en tout cas l'échantillon qui a été interrogé. Donc, 40% des personnes interrogées se disent en faveur de poursuivre l'opération militaire spéciale. Voilà. Et 43% soutiennent une transition vers des négociations de paix. Alors, par rapport aux précédents sondages, en fait, la part de ceux qui sont en faveur de la poursuite des opérations militaires demeure à peu près la même. Mais ce qui est intéressant, c'est que la part de ceux qui sont en faveur des négociations de paix a baissé de 6%, de 6 points. Donc il y avait eu d'autres sondages faits en février et en mai 24. Et là, la part de ceux qui étaient favorables à des négociations était arrivée à son maximum, c'est-à-dire à 49%. Aujourd'hui, on est à 43%, donc. C'est important de le comprendre. C'est très probablement lié à l'incursion ukrainienne à Koursk, qui a déclenché une fureur, qui a déclenché d'ailleurs des vagues de gens qui se proposent comme volontaires pour aller se battre maintenant dans cette région. Et 70% donc des Russes qui ont été consultés accepteraient une décision de Poutine d'arrêter l'action militaire et de poursuivre des négociations. 17% ne soutiendraient pas cette décision. Et en tout cas, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un peu plus en granularité, si vous voulez. C'est essentiellement les femmes et les jeunes qui sont en appui d'une transition vers des négociations. Et en revanche, les positions en faveur de la poursuite des opérations sont évidemment plutôt du côté des hommes et des hommes au-delà de ceux qui ont répondu au sondage, qui ont plus de 45 ans. Bon, c'est un sondage qui porte sur 1600 personnes. Donc, en gros, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de ceux qui supportent des négociations baisse, et on peut penser que ça ne devrait pas remonter. Enfin, c'est une tendance, si vous voulez, dans le futur proche, en tout cas. J'espère que ça remontera si jamais des négociations se mettaient en route. Mais pour l'instant, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui s'est passé à Koursk, en fait, a juste eu l'effet inverse de celui estimé et comment dirais-je, envisagé, espéré par les forces de Kiev et par le président Zelensky, par le régime de Kiev, c'est-à-dire que ça allait faire paniquer les Russes et leur faire demander en gros la paix et déstabiliser le pouvoir de Poutine et le pousser à des négociations, etc., etc. On n'en est pas tout à fait là. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme on l'espérait, évidemment, comme d'habitude. Parce qu'on espère des choses irréalistes et on ne veut pas comprendre quelle est la mentalité et quelle est la situation dans laquelle... quelle est la perception par la population russe, par le gros de la population russe, de toute cette affaire, de toute cette guerre, de tout cet affrontement. Bon. Mon troisième point, vous voyez, je vais essayer d'être beaucoup plus courte que d'habitude. Mon troisième point touche le Moyen-Orient et notamment, alors, d'abord, il faut savoir que le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a récemment dit et il y a plusieurs informations qu'il laissait entendre aussi, que la Turquie envisageait de retirer ses troupes de Syrie, ce qui serait très intéressant. Bon, il y a encore des Américains, bien sûr, mais enfin, la Turquie, qui candidate clairement maintenant pour rejoindre le groupe des BRICS, et qui, depuis quelque temps, comprend que ses positions en Syrie sont
voilà, ne favorise ni sa candidature, ni d'ailleurs sa relation avec la Russie de manière générale, envisagerait de retirer ses troupes. Alors, est-ce que ça, plus le fait que les forces russes ont établi un certain nombre de fortifications dans le Golan, donc pour les Syriens en fait, est-ce que ça signe une approche plus agressive de la Russie vis-à-vis d'Israël? Et c'est là-dessus que je voudrais revenir parce que je pense qu'il y a pas mal de malentendus et des analyses un peu grossières, un peu simples, un peu simplistes sur ce point qui est très important pour la suite, pour tout. Hein, non seulement pour la région, pour des négociations de paix, pour l'équilibre général et pour d'autres parties, je pense au Caucase, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on a tendance à dire, parce que le ministre russe Lavrov a fait une interview récente sur RT en Russie et a comparé, si vous voulez, l'Ukraine et Israël en expliquant que l'une comme l'autre voulait des guerres régionales, voulait régionaliser les conflits et donc était dans des postures vraiment guerrières comparables. En tout cas, c'est ce qui a été compris. C'est ce qui a été compris. Et pourtant, c'est quand même assez différent. L'attitude de la Russie vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'Ukraine est même très différente. Et la manière d'ailleurs dont la Russie voit ce qu'il faut faire au Moyen-Orient pour enrayer une régionalisation, une explosion, si vous voulez, une dissémination du conflit à l'échelle régionale, et ce qu'elle entend faire et ce qu'elle souhaiterait pour l'Ukraine, c'est quand même, voilà, la relation russe à Israël n'est pas du tout manichéenne, il y a quand même de grosses différences. Donc il y a eu cette interview de Lavrov, et évidemment, tout le monde a commencé à dire oui, mais ça, et notamment, y compris dans des médias dits alternatifs, enfin très critiques vis-à-vis de l'Occident ou vis-à-vis d'Israël, on commençait à dire que la Russie, en fait, en secret, aide l'axe de la résistance iranien contre Israël et donc s'engageait en fait à prendre un parti véritable dans l'affrontement actuel au Moyen-Orient. Alors, il y a tout un tas de choses qui démentent ça. D'abord, il faut se souvenir que la Russie a toujours, et continue d'ailleurs dans toutes ses déclarations, d'appuyer l'idée d'une solution à deux États. Elle croit que c'est encore réaliste, elle croit que c'est encore faisable, et elle croit qu'il faut simplement qu'Israël, juste applique les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci dit, pendant qu'elle dit ça, elle dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'elle est tout à fait d'accord avec le droit imprescriptible d'Israël à se défendre, bon, y compris contre des attaques terroristes, mais évidemment, elle condamne, et elle condamne très fermement et très régulièrement, l'exploitation qui en a été faite par l'actuel régime israélien pour lancer une espèce de punition collective qui s'appliquerait à tout le peuple palestinien et à tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Voilà, ça en revanche, elle est totalement contre cette évolution du conflit depuis le 7 octobre, et elle pense que c'est tout sauf ce qu'il faut faire pour arriver à un apaisement. À ce jour, il faut aussi savoir que la Russie, vous savez qu'en Syrie, Israël bombarde des positions syriennes régulièrement, et à ce jour, la Russie n'a jamais, finalement, elle qui a le contrôle quand même aérien sur la Syrie, n'a jamais descendu le moindre avion israélien. Et elle n'a pas non plus laissé la Syrie se servir de ses batteries de S-300 russes pour descendre. En gros, elle a laissé faire les frappes israéliennes. Alors, il se dit qu'elle a probablement donné à l'Iran des systèmes de défense d'urgence
pour exercer une dissuasion, mais pas d'armes offensives non plus. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on simplifie toujours tout, on explique que voilà, il y a un grand bloc, puis il y a un autre grand bloc, et puis tout le monde est parfaitement aligné, comme chez nous, comme de notre côté, parce que chez nous, oui, il y a un alignement extrêmement docile. Mais là, c'est quand même beaucoup plus subtil. Il faut aussi se souvenir que la Russie n'a jamais désigné, même symboliquement, enfin même allusivement, Israël comme un pays qui ne serait pas ami, qui serait hostile, alors que d'autres pays l'ont fait, hein, ne serait-ce que le Portugal. Et de son côté, Israël aussi est extrêmement prudent avec Moscou. Il a voté contre la Russie au Conseil de sécurité, enfin à l'Assemblée des Nations Unies, et critique souvent l'attitude de Moscou, mais il n'arme pas l'Ukraine, à ma connaissance, et il ne suit pas non plus les oukases américains s'agissant des sanctions contre la Russie. Il n'y a pas de sanctions israéliennes vis-à-vis de la Russie. Donc, voilà. Et la Russie, en sens inverse, voilà, ne donne pas d'armes offensives à l'axe de la résistance, etc. Donc, il y a une attitude extrêmement circonspecte, en fait, extrêmement subtile, extrêmement calibrée, d'un côté comme de l'autre, voilà, pour ne pas mettre le feu aux poudres, pour ne pas, de leur relation déjà. Alors, pourquoi ? Donc, en fait, il y a un modus vivendi. Voilà. Il y a un modus vivendi qui est toujours là, entre Israël et entre la Russie. L'un et l'autre ont décidé de ne pas franchir leurs lignes rouges respectives. Et évidemment, pourquoi ? Parce qu'ils craignent les conséquences régionales, évidemment. C'est-à-dire que si l'un le faisait, l'autre le ferait aussi, et on peut aller très très loin comme ça. Ça ne les empêche encore une fois pas de se critiquer, y compris publiquement, mais voilà, tout ça reste à fleur et moucheté, et tout ce qu'essaie de faire Washington pour pousser Israël à avoir une position d'opposition vis-à-vis de Moscou se heurte à une fin de non-recevoir, en tout cas à ma connaissance et à ce jour. Et il faut s'en réjouir parce que ça veut dire qu'Israël a quand même bien conscience de l'importance diplomatique de la Russie dans la région du Moyen-Orient. Là, on ne parle plus d'Europe, on parle du Moyen-Orient, et il est évident que les liens à travers les BRICS, mais pas seulement, très au-delà, de Moscou avec tous les pays arabes, tous les pays du Golfe, tous, absolument tous, et évidemment avec l'Arabie saoudite, sont des relations importantes qu'il ne s'agit pas de gêner ou de se mettre à dos, en fait. Voilà, se mettre à dos la Russie au Moyen-Orient, ça peut avoir des conséquences dans les relations entre Israël et les autres pays avec lesquels il souhaite maintenir, dans le cadre des accords d'Abraham ou au-delà, des relations supportables, ou en tout cas qui permettent de discuter déjà. Et puis du côté russe, c'est assez logique, la subtilité de la diplomatie russe n'est plus à démontrer, et surtout la vision de long terme de la diplomatie russe, c'est-à-dire d'aller au-delà des péripéties, y compris tragiques et dramatiques, de la situation actuelle pour ne pas se lier les mains par des positions outrancières ou ne pas se lier les mains en prenant fait et cause de manière offensive, avec des conséquences militaires possibles d'un côté ou de l'autre. Donc, pourquoi la Russie fait cela ? Donc, parce qu'elle a conscience qu'il faut préserver, en fait, la capacité de dialogue, c'est l'atout, la valeur ajoutée la plus importante pour une puissance comme la Russie dans cette région, comme d'ailleurs dans d'autres. Mais donc,
la Russie, elle veut quoi? Elle veut la paix au Moyen-Orient. On peut appeler ça l'Asie occidentale, mais enfin, c'est le Moyen-Orient, l'Asie occidentale en fait, hein, si vous prenez le planisphère. Et surtout, elle veut être un médiateur. Et être un médiateur, ça suppose précisément de pouvoir parler à tout le monde et de pouvoir contribuer à créer un nouvel ordre régional, ce qui ne va pas être simple, évidemment. Et ça n'est pas en vue à l'heure actuelle, évidemment, mais enfin, voilà, c'est ça une diplomatie de longue portée, de longue allonge, une vision des choses, ce que nous n'arrivons plus du tout à avoir. Et donc, voilà, pour ça, il faut être tempéré, il faut être mesuré. Il faut, bien sûr, il y a des relations très importantes entre l'Iran et la Russie, mais il faut aussi voilà, ne surtout pas gâcher des cartouches qui, après peuvent mettre le feu aux poudres. Donc, et puis Israël, on comprend très bien, si demain la Russie se mettait à armer offensivement l'Iran, les conséquences militaires pour Israël et à vrai dire, toute la tectonique du Moyen-Orient s'en trouverait chamboulée et évidemment pas à l'avantage d'Israël. Donc c'est assez clair et ça permet de remettre à sa juste place ce qu'a pu dire Lavrov sur RT, ce qui est à mon avis important pour nous de comprendre aussi, si on veut un jour peut-être trouver une place, un rôle, quelque chose à dire, à faire au Moyen-Orient de nouveau, de manière crédible. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a voulu dire malgré tout dans cette interview, avec tout cet arrière-fond que je viens de vous expliquer? Eh bien, ce qu'il a voulu dire, c'est que c'est les lignes dures au sein du gouvernement israélien qui sont à critiquer et qui vont totalement contre tout apaisement, parce qu'il n'y a pas de solution militaire au problème politique, en fait, du Moyen-Orient. C'est ça qui est en arrière-fond de ces propos, et que ni l'Iran ni l'axe de la résistance ne doivent succomber à ces provocations, mais que du côté d'Israël, il faut évidemment arrêter d'essayer de pousser les États-Unis à s'engager militairement dans ce conflit, d'essayer de le rendre régional. Voilà. Donc, et en même temps, on peut voir que Lavrov, dans ses propos, si on reprend cette interview, il a d'ailleurs ajouté que les États-Unis, la France et d'autres puissances européennes avaient quand même demandé, et c'est vrai, à l'Iran de ne pas répondre à l'escalade israélienne manifeste avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, qui fait que maintenant on se retrouve face à des interlocuteurs encore plus radicaux en la personne de Sinjar, de Yahya Sinjar. Et donc, voilà, Moscou a admis que même nous, occidentaux, avec lesquels il est en lutte ouverte maintenant sur le territoire ukrainien, nous avons aussi peur d'une escalade incontrôlable et il faut l'admettre, mais il faut aussi admettre, et c'est là qu'il reprend son rôle de diplomate, eh bien qu'il n'y a pas de raison non plus de dénier à l'Iran le droit imprescriptible de se défendre, parce qu'il est quand même attaqué très fréquemment sur son propre territoire. Donc il a dit, certes, tous ces pays occidentaux ne veulent pas la guerre au Moyen-Orient, mais en même temps, il continue à répéter qu'Israël a le droit de se défendre, mais l'Iran non. L'Iran non. L'Iran n'a pas le droit de se défendre, donc en fait l'Iran est poussé à la surenchère. Et il faut tout le doigté diplomatique et tout le réalisme des dirigeants iraniens aussi pour ne pas répondre à ces provocations. Mais encore une fois, j'allais dire, c'est comme en Ukraine, c'est de provocation en provocation. Il y a un moment où la saturation pointe son nez, si vous voulez.
Donc voilà, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il a fait la comparaison avec l'Ukraine, parce que voilà, il a parlé des jusqu'au-boutistes, si vous voulez. Alors, en Ukraine, il n'y a que des jusqu'au-boutistes, mais en Israël, il n'y a pas non plus que des jusqu'au-boutistes. Le problème, c'est que le gouvernement actuel l'est. Bon, et qu'il faut absolument revenir à des positions un peu plus acceptables et surtout un peu plus viables, un peu plus efficaces. Un peu plus efficaces. Voilà. Donc, la comparaison qu'il a faite avec l'Ukraine, il l'a en fait faite par rapport à son propre pays. C'est-à-dire que la Russie, par exemple, avec une incursion comme celle qui vient de se produire le 6 août, enfin depuis le 6 août à Koursk, ou les bombardements sur les toits du Kremlin, enfin les tentatives, les drones sur le toit du Kremlin, sur les bases stratégiques. Vous vous souvenez, j'avais fait une émission là-dessus, sur les usines nucléaires, sur le pont de Crimée, enfin... Tout ça, c'est juste l'inverse de ce qu'il faut faire, à vrai dire, si on veut l'apaisement. Si on veut la guerre, c'est la bonne méthode. Voilà, c'est le sous-texte de Lavrov, évidemment. Mais bon, c'est une manière aussi, je pense, et ça c'est peut-être un peu plus rassurant, de faire comprendre aussi aux Occidentaux, mais le comprennent-ils, que la Russie n'est pas prête à répondre aux provocations. Voilà. Et malheureusement, ça lui coûte cher parce qu'on continue, on s'imagine qu'elle va finir par répondre et on l'espère, certains l'espèrent en tout cas, mais une réponse radicale russe face à l'invasion, par exemple, l'invasion tentée à Koursk, sur le territoire universellement reconnu de la Russie. Bon, eh bien, ça ne donnera pas forcément lieu, et ça n'a pas donné lieu d'ailleurs, à une réponse radicale, puisque Vladimir Poutine est quand même assez conscient que s'il faisait ça, on peut très très vite entrer dans une troisième guerre mondiale, et il passe quand même son temps à essayer de l'éviter. Je sais, c'est horrible. On va me dire que ce que je dis est absolument inaudible, mais c'est quand même le cas. Si vous reprenez tous les faits, et même bien avant 2022, c'est assez clair. Donc voilà, tout ça pour revenir à l'idée qu'il faut absolument qu'en Israël, d'une manière ou d'une autre, avec ce gouvernement et à mon avis plutôt avec un autre, on en vienne à rechercher une solution politique, à faire retomber la tension, à ne pas continuer à parler d'objectifs inatteignables de l'aveu même des états-majors israéliens et des services de renseignement israéliens, c'est-à-dire l'éradication complète du Hamas, qui n'est pas un objectif juste accessible, atteignable, et jamais, à vrai dire, par définition, si vous voulez, et qu'il faut chercher, au contraire, à promouvoir, d'une manière ou d'une autre, cette solution à deux États. Alors la Russie la croit encore possible. Moi, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais je pense que ça peut être très compliqué encore, et de plus en plus compliqué, et peut-être un peu irréaliste. Mais les Russes ont l'air de penser que si Israël exerce un peu de restraint, enfin restreint sa force, après être allé vraiment très très loin dans l'idée de se défendre des menaces qui se trouvent à Gaza, eh bien, on peut arriver à quelque chose, et on peut arriver à une nouvelle phase qu'il appelle manifestement de ses voeux. Ce sera... voilà, je l'espère aussi, En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas, sur la relation entre Israël et la Russie à propos de l'Ukraine, il n'y aura pas de changement, c'est-à-dire je ne vois pas Israël en train de se mettre à armer l'Ukraine, ou alors
là vraiment on n'y comprend plus rien. Je pense que pour l'un et l'autre pays, il est très important de pouvoir conserver un dialogue, de pouvoir conserver un modus vivendi, même si encore une fois, ils ne sont pas d'accord sur tout, loin de là, mais c'est important. Chacun y trouve son avantage, en fait. Chacun y trouve son avantage. Voilà, je termine là-dessus. J'ai été courte pour une fois. J'espère que ça ne vous aura pas déplu. Je vous retrouve pour la 36e édition de Mondoscopie. Ce sera, je pense, le 18. Attendez, lundi 16, 17, 18. Oui, le 18 septembre à 19h. Et je vous remercie beaucoup de liker, de partager, de nous soutenir, de vous abonner au Cercle Paix et Guerre. Je vous remercie de tous vos soutiens qui non seulement me touchent, mais nous sont extrêmement utiles pour continuer à développer Paix et Guerre. Voilà. Et les entretiens arrivent. Je vous donnerai la date et l'invité le 18. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.